Qui sont-ils? D'où viennent-ils et que pensent-ils, ceux qui hier comme aujourd'hui se disaient anarchistes? Pourquoi, alors qu'ils furent fichés, leurs visages nous demeurent-ils étrangers? Pourquoi leurs pensées semblent-elles confuses et leur histoire si inquiétante? Né du capitalisme, frère ennemi du communisme d'État, l'anarchisme n'a pourtant eu de cesse de souffler son vent de révolte sur le monde. Et si certains libertaires purent se changer en criminels, jouant du revolver ou faisant parler de la dynamite, on oublie qu'ils furent nombreux à proposer des alternatives et entamer des révolutions sur les 5 continents. Mais les pouvoirs ligués les ont partout et toujours réprimés. On les a menés enchaînés à la guillotine ou on les sangla au dossier de la chaise électrique. Et le moindre de leurs châtiments ne fut sûrement pas la réduction de leurs gestes à une chronique de faits divers, ni l'effacement de leur victoire dans la mémoire sociale. Or, même avec ces pratiques passées désormais dans nos habitudes de vie, quand leurs idées finirent par se populariser, se diffuser et tisser de nouveaux réseaux qui séduisent les jeunes générations de Paris à New York et de Tokyo à Buenos Aires, les anarchistes ont continué de susciter le fantasme et de provoquer le malentendu. D'où vient donc l'odeur de soufre qui précède chacun de ces sombres cortèges? Et quelle folle espérance se soulève avec chaque drapeau noir brandi? Comment l'anarchisme, qui rêve pour notre vieux monde d'un autre futur et combat depuis plus de 150 ans tous les maîtres et les dieux, nous pose-t-il des questions toujours aussi actuelles? Et pourquoi son histoire, qui oscille comme un pendule de gauche à droite, de l'insurrection à l'attentat, est-elle plus que jamais la nôtre? Tout commence en France au XIXe siècle. Ici, comme dans le reste du monde, on assiste à la mise en place d'un système économique nouveau. Partout, le capitalisme fait ses premiers pas. Il diffuse son modèle de pensée, crée ses grandes industries et bouleverse les paysages. Mais les mirages formés par les vapeurs de la première révolution industrielle se dissipent très tôt pour laisser apparaître une réalité beaucoup plus crue et plus sombre. Et c'est pour essayer de répondre à la question que pose ce siècle pétri de contradictions que l'anarchisme va bientôt voir le jour. Quel est le grand problème du XIXe siècle? C'est ce qu'on a appelé, d'un terme très simple, la question sociale. La société se développe, on invente le chemin de fer, on invente d'abord la machine à vapeur, le chemin de fer, le bateau à vapeur, les métiers à tisser. D'une certaine manière, on voit que la société progresse considérablement, l'hygiène, la médecine, tout ce qui va avec. Et en même temps, la misère n'a jamais été aussi effroyable par ceux qui précisément travaillent dans les fabriques, dans les manufactures, dans ce qu'on appellera plus tard les usines. La plupart des penseurs, qu'ils s'appellent Saint-Simon, qu'ils s'appellent Fourier, qu'ils s'appellent Proudhon, qu'ils s'appellent Marx ou Cabet ou Owen, on peut aligner tous les noms que l'on veut, tous se posent la question comment résoudre la contradiction. On ne peut pas comprendre la naissance de l'anarchisme si l'on ne se souvient pas de la vie de peine et de misère que mène en ce temps le prolétaire, celui qui ne possède rien que sa force de travail. Sa journée dure plus de 12 heures et le salaire qu'il retire de son labeur ne lui permet pas de manger à sa faim. Il n'a ni jour de repos, ni assurance, ni retraite. Ses enfants travaillent dès qu'ils peuvent se tenir sur leurs jambes et 1 sur 2 meurt avant l'âge de 6 ans. Les carences, les épidémies et l'alcool font des ravages, l'analphabétisme est la norme et l'accident, la loi. En 1840, l'espérance de vie d'un travailleur ne dépasse guère les 30 ans. Or, tout comme la bourgeoisie qui bénéficie du progrès et vit dans l'opulence a pu trouver dans le libéralisme son idéologie, c'est dans un socialisme au contour encore vague que le prolétariat voit à l'époque une réponse possible à ses problèmes. Mais pour apporter une réelle solution aux injustices, le socialisme doit surmonter une autre contradiction, presque philosophique, celle-là. Le problème des problèmes en philosophie politique depuis le libéralisme classique, c'est la conjugaison de la liberté puis de l'égalité. Comment assurer le plus grand éventail possible de liberté compatible avec le fait que tout le monde ait le même éventail de liberté, avec la plus grande égalité possible, dans la mesure où, sans égalité, la liberté demeure incomplète et il faut concilier ces idéaux de liberté et d'égalité. Un anarchiste américain disait « Pleine liberté sans l'égalité, c'est la jungle. Pleine égalité sans la liberté, c'est la prison. » Et on ne veut ni de la jungle ni de la prison. Cette
tentative de concilier, et c'est pas facile, mais le maximum de liberté avec le maximum d'égalité, cette aspiration double à la fois à l'égalité et à la liberté, je pense que c'est une des valeurs fondamentales de l'anarchisme. Jusqu'à la moitié du XIXe siècle encore, le terme d'anarchisme, dont la racine grecque anarche signifie absence de pouvoir, est un terme négatif utilisé pour désigner le désordre et le chaos. Mais si de grandes personnalités comme Sade, Babeuf ou Godwin avaient pu être auparavant taxés d'anarchistes, c'est Pierre-Joseph Proudhon, l'un des rares penseurs issus de la classe ouvrière, qui s'en sert pour définir une position politique révolutionnaire et charger soudain l'anarchisme d'une valeur positive. En 1840, Proudhon rédige le mémoire qui le rendra célèbre. Qu'est-ce que la propriété? Si la réponse qu'il apporte à cette question, la propriété c'est le vol, fait aussitôt scandale, c'est la profession de foi qu'il prononce quelques lignes plus bas, qui constitue le véritable acte de naissance de la pensée anarchiste. Une formule paradoxale qui dit déjà presque tout. Eh bien, vous êtes démocrate? Non. Quoi, vous seriez monarchique? Dieu m'en garde. Vous êtes donc aristocrate? Point du tout. Vous voulez un gouvernement mixte? Encore moins. Qu'êtes-vous donc? Je suis anarchiste. Quoique très ami de l'ordre, je suis dans toute la force du terme anarchiste. Au même moment où il va se dire anarchiste, il prononce que la propriété, c'est le vol. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il pointe la propriété comme étant le fondement d'un certain ordre social. Et se dire anarchiste, c'est dire je m'en prends au fondement de l'ordre social repéré comme étant la propriété. Proudhon va même encore plus loin, puisque pour lui, il y a une espèce comment dirais-je, de lien étroit entre la domination politique exercée par l'État, la domination économique exercée par le capital et la domination religieuse exercée par l'idée de Dieu. Et donc Proudhon est véritablement le père de l'anarchie, puisque c'est le seul qui relie ensemble ces trois formes de domination, et il pense qu'il faut les détruire en même temps si on veut effectivement changer de structure sociale. Si pour changer de structure sociale, Proudhon prône la destruction des pouvoirs, il n'est pas partisan de la violence révolutionnaire. Il imagine plutôt tout un système mutualiste dont sa banque du peuple pourrait être le premier jalon. Sa pensée n'en est pas moins attaquée de toutes parts. Il est critiqué, caricaturé, interdit. Pourtant, ses œuvres voyagent et son anarchisme séduit rapidement les socialistes du monde entier. Comme ce jeune docteur en philosophie, Karl Marx, qui écrit alors qu'il le considère comme le nouveau héros du mouvement ouvrier européen. Ou plus loin, aux marges de l'Europe, dans la lointaine Russie, où le comte Lev Nikolaïevitch Tolstoï emprunte à Proudhon le titre de l'un de ses essais pour nommer son nouveau livre « La guerre et la paix ». Mais c'est avec Mikhaïl Bakounine, un ancien cadet passé par toutes les prisons d'Europe et plusieurs fois condamné à mort, que l'anarchisme va devenir une pensée, à proprement parler, révolutionnaire. Si c'est Proudhon qui utilise pour la première fois le terme anarchiste, Bakounine est peut-être une figure plus importante dans la formulation définitive des idées, dans la mesure où il ajoute aux idées de Proudhon le principe de la révolution. À la différence de Proudhon, en effet, Bakounine prône l'insurrection. Selon lui, la seule manière d'abolir l'État et le capitalisme, c'est une révolution armée. Bakounine entreprend de diffuser la pensée anarchiste au sein de la toute nouvelle Association internationale des travailleurs, plus connue sous le nom de Première Internationale. Cette association, créée en 1864 à Londres, qui affirme que l'émancipation des travailleurs doit être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes et qui rassemble à ses débuts plus de 2000 ouvriers, brosseurs, terrassiers, doreurs, charpentiers, menuisiers venus du monde entier, apparaît en effet aux yeux du révolutionnaire russe comme la plateforme idéale pour parachever le projet anarchiste et le faire connaître au monde. À chaque congrès, on discute des moyens de production. Est-ce qu'il faut les collectiviser? Est-ce que chacun a droit d'avoir ses propres moyens de production? Est-ce que ça doit être commun? Est-ce qu'il faut des coopératives? Est-ce qu'il faut des collectivités?
qu'est-ce qu'on fait de l'héritage, qu'est-ce qu'on fait de l'argent, quel est le rôle des femmes, etc. Enfin, tout un ensemble de problèmes qui a jusque-là jamais été abordé. Mais depuis la mort de Proudhon, entre Bakounine, qui apparaît comme l'héritier du père de l'anarchisme, et Marx, qui, lui, avait rompu depuis longtemps avec l'auteur de la philosophie de la misère, les débats dégénèrent. Et leur querelle, autant personnelle que politique, divise bientôt le mouvement socialiste. 3 grands courants émergent. Un courant réformiste, assez minoritaire, qui ne croit pas aux vertus de la Révolution. Un courant marxiste, que les anarchistes qualifient d'autoritaire, qui pense que l'ordre nouveau s'imposera grâce à la dictature du prolétariat. Et enfin, le courant anti-autoritaire ou anarchiste de Bakounine, qui prône l'insurrection et la destruction définitive de tout l'appareil étatique. Pour les anarchistes comme pour les marxistes, le communisme est une société sans État, mais les marxistes estiment qu'ils peuvent utiliser l'appareil étatique d'oppression pour construire une société nouvelle, alors que les anarchistes pensent que l'État doit être supprimé dès la révolution sociale, après quoi viendra le communisme. Marx pensait qu'il fallait un parti centralisé, avec une structure hiérarchisée qui serait capable de mobiliser les gens pour prendre le pouvoir, et puis ensuite utiliser ce pouvoir pour créer le socialisme. Bakounine, en raison des idéaux anarchistes auxquels il adhère, en raison de sa méfiance du pouvoir et de l'autorité, est convaincu que c'est une erreur colossale que de penser comme ça. Il a à peu près cette expression prenez le plus grand révolutionnaire, mettez-le sur le trône de toutes les Russies, et vous en ferez un tyran dans quelques années. Je prédis, c'est à peu près sa formulation, qu'en Russie, si la révolution qui se produit prend la forme que Marx souhaite, on verra arriver une terrifiante bureaucratie rouge. Avec son mètre 99 et ses yeux impeccablement bleus, Bakounine, qui parle 5 langues, convainc rapidement des membres influents de l'Internationale, comme le Suisse James Guillaume, les Français Elie et Élisée Reclus, l'Espagnol Anselmo Lorenzo, l'Italien Malatesta ou un peu plus tard le prince russe Kropotkin. Et grâce à eux, l'anarchisme s'internationalise et devient la pensée la plus populaire parmi les différents courants du socialisme. Pour être honnête, et même en comptant large, le nombre des marxistes à cette époque dans l'Internationale était seulement de 1000 membres. Alors que les anarchistes, eux, étaient beaucoup plus nombreux. Il y en avait 60 000 en Espagne, 15 000 au Mexique, et leur fédération était bien plus puissante. Devenus effectivement majoritaires en nombre d'adhérents au sein de l'Internationale, les émules de Bakounine et de Proudhon sont particulièrement nombreux en France aussi. Quand éclate la Commune de Paris en 1871, les anarchistes sont donc aux premières loges. Et avec les autres révolutionnaires, ils se lancent à corps perdu dans l'insurrection. C'est un grand espoir, c'est un grand rêve. Tout à coup, une ville entière qui devient autonome, qui se défait des maîtres, qui se défait du vieux monde, qui réinvente tout. Pendant 73 jours, Paris s'insurge, fusille quelques généraux, brûle les cadastres, renverse les vieilles idoles et rend le pouvoir au peuple. Sur les ruines de l'ordre ancien, oubliez les divisions au sein de l'Internationale, les révolutionnaires essaient tous ensemble de bâtir un monde meilleur. On donne à chacun selon ses besoins, on nourrit les indigents, on alphabétise les illettrés, on soigne les infirmes. On sépare l'Église et l'État. Les arts redeviennent accessibles à tous. Les femmes s'éduquent, votent et disposent de leur corps. Et la ville fonctionne presque sans gouvernement. La Commune à la lettre n'est pas un événement anarchiste. Mais c'est la première tentative de destruction intégrale de l'État, de destruction immédiate de l'État. Il y a l'idée, d'un seul coup, d'un soulèvement et d'une prise en main à l'échelle d'une capitale de la vie économique, politique par la population elle-même. Même si la Commune n'est pas anarchiste, ceux qui se disent anarchistes ou ceux qui vont le devenir, comme Louise Michel, sont en première ligne. Et quand le mouvement s'étend aux grandes villes françaises, Bakounine en personne vient participer à l'insurrection lyonnaise. Il abolit l'État, l'espace de quelques jours, et croit lui aussi que le grand soir est enfin arrivé. Mais déjà, le pouvoir contre-attaque. Les communards élèvent des barricades et se préparent au combat. Au cours d'une longue semaine, dans le Paris d'Haussmann, une guerre civile a lieu où les travailleurs, hommes, femmes et enfants, affrontent une troupe armée et entraînée.
et la terreur contre-révolutionnaire est à la hauteur de l'effroi que la Commune a jeté dans les rangs de la bourgeoisie. La troupe fusille au hasard, la fine fleur du prolétariat est coupée. Paris se change en un immense charnier. Un massacre dont on n'a pas idée aujourd'hui. On a longtemps discuté sur le nombre de morts. 25 000, 30 000, c'est probablement plus près de 20 000. Mais tuer avec les fusils de l'époque, mettons 20 000 personnes en une semaine, c'est quasiment impossible. Ça veut dire que si on a arrêté de tuer le 28 mai 1871, c'est parce que la terre de Paris, parce que les caniveaux, parce que les égouts n'arrivaient plus à absorber le sang. La brutalité de l'écrasement de la Commune de Paris a choqué beaucoup d'ouvriers en Europe et dans le reste du monde. Et les anarchistes se sont dit, si l'État peut agir de la sorte, alors nous aussi nous avons le droit d'agir de la même façon. Ils se sont dit qu'il ne pouvait pas y avoir de changement pacifique. Parce que si on agit de manière pacifique, on est massacré, comme ont été massacrés les communards. Si vous êtes pacifiste, on vous exécute. Une part de la relève anarchiste est assassinée au cours de la Semaine sanglante. Une autre est condamnée à la déportation dans les bagnes calédoniens. Les rares qui échappent à la mort et au châtiment de l'État connaissent l'exil et la misère. Les marxistes profitent de leur diminution pour achever de les exclure de l'international. Mais l'anarchisme survit. Traqué, grimé, Bakounine parvient à s'enfuir. Il rassemble ses dernières forces en Suisse, à Saint-Imier, dans sa forteresse jurassienne, pour y sceller un pacte qui marquera officiellement la naissance de son mouvement. À ce moment-là, ils sont une quinzaine, 12 jeunes gens qui ont entre 20 et 30 ans, qui viennent d'Espagne, d'Italie, de Suisse, et il y en a 3 qui sont un peu plus vieux qu'eux. Il y a Bakounine, un Espagnol et Gustave le Français, un communard. Et il crée une nouvelle organisation. Les historiens ne la mettent pas dans la liste des internationales. Enfin, c'est une nouvelle organisation. Hein. La dénomination qui lui est donnée et qui sera reprise à l'époque a le mérite d'une grande clarté. C'est l'international anti-autoritaire. Qui adopte toute une série de dispositions dans lesquelles on affirme clairement que le premier des devoirs de l'Association internationale des travailleurs, c'était la destruction de tout pouvoir politique. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, clairement, il y a pour la première fois une création d'une organisation qui se fixe explicitement des objectifs anarchistes. À Saint-Imier, en signant un pacte d'amitié, de solidarité et de défense mutuelle, les anarchistes prennent leur indépendance. Ils se dotent d'une charte, d'une organisation et d'un programme. Horizontalité dans l'organisation et anti-autoritarisme, radicalité révolutionnaire et internationalisme, athéisme, liberté de parole et de pensée, égalité de tous et refus du jeu des partis, tous les aspects de la pensée libertaire sont rassemblés ici pour la première fois. Les anarchistes y inventent même une nouvelle arme dont l'emploi généralisé aurait la capacité de détruire tout pouvoir politique et de précipiter la révolution. L'instrument, le moyen de la révolution, c'est la grève générale. C'est un terme nouveau qui naît là, avec Saint-Imier. Alors ça n'est pas encore le syndicalisme, ça n'est pas encore moins en termes de comme concept, hein, l'anarcho-syndicalisme, mais tout y est là, tout est en place. Le but, c'est pas d'exister ou de se perpétuer, c'est d'aller à une révolution. C'est dans les jeunes États-Unis d'Amérique que cette arme nouvelle va être utilisée pour la première fois à grande échelle. Déposé par les grandes vagues de migration, l'anarchisme, ici aussi, a pris racine. Il a même trouvé, dans ces bataillons de pauvres qui viennent grossir les grands centres industriels du Nord, où le salariat ressemble tant à l'esclavage du Sud, un terreau favorable à son épanouissement. Car au début des années 1880, la guerre civile se prolonge dans des luttes sociales sévèrement réprimées, comme celle des cheminots de Pennsylvanie, où le gouvernement fédéral fait tirer à l'arme lourde sur les travailleurs. Les charges, baïonnettes au canon, font des dizaines de morts. Pour les nouveaux arrivants, le rêve américain se change souvent en long cauchemar. The common story of immigrant anarchists
L'histoire générale des émigrants, que ce soit les Italiens, les Allemands ou les Français, est toujours la même. S'ils sont des ouvriers qualifiés, ils ne trouvent que des emplois sous-qualifiés. S'ils sont des ouvriers sous-qualifiés, ils occupent alors les pires emplois. Et tous perdent leurs illusions en arrivant. Ils ne croient plus au système politique qui se prétend alors démocratique et républicain. Ils se rendent compte de toute la corruption. Et donc, nombre de ces immigrants, soudain, se radicalisent. Cette rencontre avec des idées radicales a notamment lieu à Chicago, où nombre de ces immigrés finissent par arriver. L'acier, le béton et la viande réclament des bras. Rongée par la naissante mafia à la solde d'industriels tout-puissants, la ville regorge alors de travailleurs ségrégés, de filles de joie et d'enfants des rues. Elle devient rapidement le foyer de la contestation. Chicago était le foyer de l'anarchisme aux États-Unis dans les années 1880. Les relations de travail dans cette ville étaient très dures. Il y avait peu de place pour la négociation et les compromis. Les tensions étaient très fortes. Elles opposaient les ouvriers qui vivaient dans une effroyable misère et l'élite économique locale qui refusait tout type de concessions. Inspiré par la nouvelle stratégie anarchiste, en 1886, un 1er mai, qui n'est encore qu'une date parmi d'autres, un mot d'ordre de grève générale est lancé. 340 000 travailleurs se rassemblent pour exiger la journée de 8 heures. La police disperse violemment les manifestants. Les murs se recouvrent d'appels à la vengeance. Le surlendemain, les anarchistes organisent une manifestation de protestation sur la place de Haymarket. Cet événement devient fondateur dans l'histoire du mouvement ouvrier. Les leaders anarchistes ont pris la parole. Mais à la fin de la manifestation, au moment où la police a voulu disperser les manifestants, quelqu'un a jeté une bombe. Elle a explosé au milieu des policiers et tué des agents. Il y a un mouvement de foule. La police se met à tirer. Les manifestants répliquent. Les Américains ont l'habitude encore aujourd'hui d'être armés. Mais les autorités, sans aucune preuve, ont considéré que c'étaient les anarchistes qui étaient responsables de ce désordre et de la bombe. Par la suite, la police de Chicago a raflé des dizaines et des dizaines d'anarchistes. Certains d'entre eux n'avaient même pas manifesté cette nuit-là. C'est vraiment un exemple classique de réaction. La police de Chicago a utilisé cette bombe pour justifier une répression beaucoup plus globale. 8 anarchistes sont accusés d'avoir jeté la bombe. Dans sa plaidoirie, le procureur reconnaît à demi-mot leur innocence. Nous savons que ces 8 hommes ne sont pas plus coupables que les milliers de personnes qui les suivaient, mais ils ont été choisis parce qu'ils sont des meneurs. Messieurs du jury, faites d'eux un exemple, faites-les pendre, et vous sauverez nos institutions et notre société. Sur les 8, 5 sont condamnés à mort. Louis Slings se suicide en prison. Les 4 autres, August Spies, George Engel, Adolf Fischer et Albert Parsons, sont pendus. Ce n'est qu'en 1893 que le gouverneur de l'Illinois a innocenté les anarchistes qui avaient été pendus. Il a confirmé que c'était le chef de la police de Chicago qui avait tout organisé, et même sans doute commandité l'attentat pour justifier la répression qui allait suivre. Ça a provoqué une immense colère, non seulement parmi les anarchistes, mais parmi les humanistes du monde entier. Ce procès avait été inéquitable. Et les anarchistes de Haymarket sont devenus des martyrs pour tous les anarchistes et tous les socialistes. Et par la suite, on pouvait voir leurs portraits partout, dans toutes les organisations ouvrières, non seulement en France, en Grande-Bretagne, mais jusqu'en Amérique latine. Le retentissement mondial de l'affaire d'Haymarket a pour conséquence l'adoption du 1er mai comme journée internationale des travailleurs. Dans les années qui suivent, des manifestations ont lieu partout
emmené par les anarchistes. Mais c'est en France que le massacre de Chicago va faire entrer l'anarchisme dans une nouvelle ère, celle des bombes et de la propagande par le fait. La propagande par le fait, qui n'a pas un auteur déterminé, est une expression spontanée de l'action révolutionnaire. Ce n'est pas nécessairement une explosion ou une bombe, mais juste une action qui dépasse les limites du discours. Au travers d'un geste exemplaire, les anarchistes pensaient qu'on pouvait mieux transmettre le message libertaire. Et puis ça met le révolutionnaire au défi. Il ne s'agit pas de faire comme ces révolutionnaires qui parlent et laissent agir les autres. Là, le révolutionnaire agit et il fait la preuve par les faits de sa crédibilité. Cette conception selon laquelle une action d'éclat pourrait créer l'étincelle révolutionnaire qui enflammera l'Occident convainc notamment un certain François Königstein, dit Ravachol. Il adhère au mot d'ordre de Louise Michel et Kropotkin, qui sont, avec Malatesta, les nouveaux théoriciens de l'anarchisme et qui ont appelé à la révolte permanente par la parole, par l'écrit, par le poignard ou la dynamite. Ravachol voit lui aussi, dans la toute nouvelle invention de Nobel, l'outil idéal pour détruire le vieux monde. Il se forme à la manipulation de la nitroglycérine et, à la suite de la répression féroce des premières manifestations du 1er mai en France, sa révolte se changeant soudain en fureur, il décide de passer à l'action. Le 1er mai 1891, les anarchistes décident de faire une journée de lutte et d'action. Pas une journée de défilé ordonné comme c'est devenu de nos jours. Et donc, il y a des échauffourées à Clichy, où les flics tapent sur les anarchistes et les anarchistes tapent sur les flics. Et puis, à Fourmies, dans le Nord, il y a une fusillade contre les femmes et les enfants qui sont devant le cortège. Et il y a plusieurs morts. Et c'est à cause de ça que Ravachol pose des bombes. Comme un symbole, Ravachol place ses bombes artisanales boulevard Saint-Germain et rue de Clichy. Devant les portes des appartements du juge et de l'avocat général qui ont condamné à de lourdes peines de prison 3 manifestants anarchistes, il dépose des valises. Les dégâts sont impressionnants. Ces bombes n'ont tué personne. Elles n'étaient que la réponse à la condamnation des manifestants anarchistes de Clichy. Mais la police française, les médias en France, mais aussi au Royaume-Uni et dans le reste du monde, ont alors fait de Ravachol, qui n'aurait pas dû être un personnage important de l'histoire de l'anarchisme, la face sombre du mouvement, son versant destructeur. Le mythe de l'anarchiste poseur de bombes vient de naître. Ravachol fait peur, on le traque. La préfecture se dote d'armes nouvelles. La police se réinvente en scientifique. L'une des premières fiches anthropométriques de l'histoire à réaliser, son portrait s'étale à la une de tous les journaux, et grâce aux nouveaux moyens de communication, son nom résonne dans le monde entier. Le Petit Parisien, le Petit Journal, le Journal et le Matin, les 4 journaux qui tirent entre 700 000 et plus d'1 million d'exemplaires par jour, les unes, notamment de leur supplément de Domenico le dimanche, font tout pour faire peur dans les chaumières. Mais, de façon effectivement générale, ces attentats n'ont pas provoqué immédiatement une réaction hostile de toute l'opinion publique. Bien au contraire, Ravachol recueille même plutôt la sympathie du peuple, pour lequel il devient une sorte de héros, comme Mandrin aux cartouches, un vengeur auquel on écrit, sur l'air de la Carmagnole, des chansons. Dansons la Ravachol, vive le son, vive le son. Dansons la Ravachol, vive le son de l'explosion. Pour devenir un exemple de pure révolte, l'anarchiste doit payer de sa personne. Ce n'est pas le terroriste qui fait son attentat et s'enfuit. Au contraire, l'anarchiste doit affronter à visage découvert la société et devant le tribunal revendiquer ses actes. Il doit se servir de son procès comme un formidable mégaphone et faire résonner partout le nom de l'anarchisme. Fidèle à la stratégie de la propagande par le fait, quand 3 jours seulement après l'explosion de sa dernière bombe, Ravachol est arrêté, il assume ses responsabilités.
À son procès devant le tribunal de la Seine, alors qu'il sait qu'il joue sa tête, il soutient son geste. Il y a actuellement un trop grand nombre de citoyens qui souffrent tandis que d'autres nagent dans l'opulence. Cela ne peut durer. Aujourd'hui, les anarchistes sont assez nombreux pour renverser les choses. Il ne faut pour cela qu'une poussée. Et la révolution s'opérera. Ravachol est condamné aux travaux forcés à perpétuité, mais rattrapé par une vieille affaire de droit commun, il est condamné à mort. Et c'est par un froid matin, à Montbrison, que sa voix qui allait crier « Vive la Révolution » est coupée par le couteau de la guillotine. Son exécution, loin d'effrayer les autres libertaires, apparaît comme une déclaration de guerre. La presse anarchiste réclame vengeance. On assiste alors à un véritable emballement. Chacun s'y met, encouragé par des publications qui, de rubriques d'études scientifiques en exposé d'arsenal anti-bourgeois, acquièrent rapidement le surnom de presse dynamite. Des bombes explosent un peu partout. Le restaurant où Ravachol a été arrêté est dynamité. Auguste Vaillant, le Guy Fawkes français, prend d'assaut la Chambre des députés. Léon Léautier attaque au tranchet. Amédée Powell se fait exploser devant l'église de la Madeleine. Émile Henry fait plusieurs morts en posant des bombes, dont une au hasard dans le restaurant de la gare Saint-Lazare. On dynamite Faubourg Saint-Jacques, rue Saint-Martin, rue de Vaugirard. À Angers, Le Havre, Boulogne-sur-Mer, Marseille et à Lyon, où cette escalade dans la violence atteint son apogée à la suite de l'assassinat du président de la République Sadi Carnot par un anarchiste de 20 ans, un jeune boulanger venu d'Italie. Caserio, Sante Hieronimo Caserio, profite de la visite du président Sadi Carnot à Lyon pour l'assassiner. Carnot avait été prévenu, il avait été prévenu d'ailleurs par la police mais aussi par les anarchistes, que le sang de ceux qui avaient été condamnés à la guillotine lui retomberait sur les mains. Sadi Carnot est assassiné et il meurt sous le couteau à Lyon. La mort de Sadi Carnot est un coup de tonnerre. On lui fait des funérailles nationales, ses cendres sont mises au Panthéon. Son assassin est rapidement jugé et mis à mort. Et pour ne pas que sa tombe devienne un lieu de pèlerinage, les restes de Saint Geronimo Caserio, anarchiste et martyr, sont jetés dans une fosse anonyme. Mais cela ne suffit pas et la répression se généralise. À ce moment-là, en France, on va faire adopter ce qu'on appelle les lois scélérates, des lois qui interdisent toute propagande anarchiste et assimilée à une association de malfaiteurs, et en même temps toute propagande antimilitariste. Et donc, il y a une mise en fiche de la quasi-totalité des militants qui est réalisée à ce moment-là, y compris des malheureux qui étaient tout simplement abonnés à telle ou telle revue libertaire. Né à Kharkov, Julien Turin, né à Bordeaux, Cohen, Joseph, Mickey, né à Ferdinand, Gauthier Jean-Joseph, né à Grenoble, policier. Grand Didier Alfred, Delors, né à Saint-Denis, Jean-Baptiste, peintre en né à bâtiment. Marvejol, typographe, Martis, en même temps, c'est des informations ahurissantes. Les anarchistes très dangereux, quand on les connaît, c'est un ouvrier horloger du Val de Saint-Imier qui prononce quelquefois des phrases un peu incendiaires, mais qui de nous n'a jamais dit pendez-les tous ou mort aux flics, mort aux vaches. On l'a tous fait. La panique gagne le monde. Les rumeurs les plus folles courent de ministère en consulat. Les anarchistes complotent. Ils sont une menace pour la sécurité des nations. À l'image des États-Unis d'Amérique, les gouvernements se dotent de lois contre le péril noir. L'idée d'une conspiration terroriste, d'une conspiration internationale, est alors apparue. C'est la première fois que le concept de guerre à la terreur était utilisé. Dans le New York Times, en 1894, on a commencé à lire des titres sur la nécessité d'exterminer le terrorisme. C'était déjà ces termes très mélodramatiques qui étaient employés. Pour faire la guerre à cette internationale noire tout imaginaire, une bien réelle internationale policière se met en place. Les gouvernements de 21 pays organisent la Conférence internationale pour la défense sociale contre les anarchistes, où sont jetées les bases de ce qui deviendra Interpol. À Rome, en 1898, a lieu la conférence anti-anarchiste qui rassemble tous les gouvernements. Parce que tous les gouvernements, les rois, les princes, sont tous terrorisés à l'idée de se faire assassiner par un anarchiste. Mais tout ça ne sert à rien, puisque le 29 juillet 1900, en Italie, le roi Umberto Ier est assassiné par un anarchiste, Gaetano Bresci.
Et avec lui, malgré la répression et les lois d'exception, les têtes couronnées et les chefs d'État tombent comme à Gravelotte sous les coups des anarchistes. Le tsar de Russie, les présidents d'Uruguay, d'Équateur, du Salvador, en Espagne, le président du Parti conservateur et au Portugal, le roi et le prince héritier sont tués. À Genève, Luigi Lucchini poignarde l'impératrice Élisabeth d'Autriche, plus connue sous le nom de Sissi. À Madrid, le président du Conseil espagnol est assassiné. Et ainsi de suite, jusqu'à la guerre où Alexandros Skinas tue le roi des Grecs et Gavrilo Princip, l'archiduc d'Autriche et sa femme. Mais face à la propagande par le fait des anarchistes, l'État fait de la propagande. Et quand il se trouve des entrepreneurs malins, l'anarchisme peut aussi servir à faire la promotion de ses petites affaires. Comme c'est ici le cas d'Edison, qui profite de l'exécution de Leon Cholkoch, l'assassin du président des États-Unis, McKinley, pour promouvoir ses deux nouvelles inventions, le cinéma en 35 mm et la chaise électrique. En réalité, le nombre de ces attentats n'est pas si élevé. Les historiens s'accordent à dire qu'il y a eu moins de 200 morts dans toute la période de la propagande par le fait. Mais à la fin du 19e siècle, pour les anarchistes, un fait est sûr. La stratégie de l'attentat a montré ses limites. Elle n'a nulle part précipité d'insurrection et a plutôt contribué à décrédibiliser la cause libertaire. Pour les théoriciens, il est urgent de revenir à l'essentiel. À la fin du 19e siècle, beaucoup d'anarchistes, et même ceux qui avaient au départ accepté cette stratégie, ont commencé à rejeter la propagande par le fait et à dire que c'était une stratégie qui ne menait nulle part. C'est notamment le cas d'Enrico Malatesta, qui a dit « Le problème, c'est que ça nous a éloignés des luttes. Là où les anarchistes doivent être, c'est au cœur des luttes sociales. » Et donc, à la fin des années 1890, les anarchistes reviennent dans le mouvement social. Et c'est ainsi que naît le syndicalisme révolutionnaire. Depuis quelques années, un peu partout, les travailleurs ont conquis le droit de s'organiser en syndicats. Mais c'est avec la création des bourses du travail, puis de la CGT, qu'anarchisme et syndicalisme vont fusionner pour donner naissance au syndicalisme révolutionnaire, que l'on désignera plus tard sous le terme d'anarcho-syndicalisme. Mes recherches montrent que le syndicalisme est fondamentalement une stratégie anarchiste. Bien sûr, c'est né en dehors du mouvement anarchiste, et c'est quelque chose que les anarchistes ont ensuite adopté. À l'intérieur de cette stratégie, les bourses du travail occupent une place particulière. Le grand promoteur du mouvement des bourses du travail est un jeune anarchiste qui s'était fait connaître en s'opposant à la stratégie de l'attentat. C'est quelqu'un pour qui j'ai une très grande admiration, c'est Pelloutier. Alors, c'est un Français, Pelloutier, qui meurt très jeune, à 30 quelques années, en s'étant tué à la tâche, littéralement. Mais il va fonder cette idée de bourse du travail. Qu'est-ce que c'est que ces bourses du travail? Tout comme le nom l'indique, c'est une bourse, c'est-à-dire un endroit où l'on vient pour négocier son travail, c'est-à-dire pour chercher un travail. Au départ, c'est simplement, effectivement, pour permettre à ceux qui n'avaient pas de travail d'en trouver. Et puis rapidement, les bourses du travail deviennent des écoles professionnelles, des écoles, des bibliothèques. On y discute, on y élabore une véritable pensée. Alors pour un étranger comme moi, parce que quand je vais en France, je trouve ça très émouvant de voir ces bâtiments-là. C'est des bâtiments habituellement assez imposants, hein, c'est très beau. Que les ouvriers se sont payés eux-mêmes avec leurs économies. Et dans ces bâtiments-là, il y avait une incarnation des idéaux sociaux, politiques, économiques qu'ils défendaient. Il y avait des lieux de défense des travailleurs immédiats. C'était des lieux où on incarnait véritablement ce qu'on voulait voir plus tard dans la société. C'était des lieux où on commençait à donner les prémices de la société de demain et on commençait à donner des outils pour lutter pour y parvenir.
On y trouvait typiquement, on pouvait y trouver un musée du travail, on pouvait y trouver des cours du soir. Il y a des débats, des conférences, des spectacles aussi le dimanche où les ouvriers viennent en famille, et des spectacles un peu exigeants, élevés. Enfin, c'est vraiment des foyers d'éducation populaire. Donner à l'ouvrier la science de son malheur, la formule de Pelloutier. Il y a encore une fois cette idée que la situation objective, elle est connaissable, on peut la connaître, et si on donne les informations pertinentes aux gens qui sont concernés, ils comprendront la situation dans laquelle ils se trouvent et ils seront vraisemblablement intéressés à la transformer, cette situation-là. Donc c'est cette idée que la connaissance du monde est un préalable à la volonté de le transformer. On retrouve cette idée-là chez les anarchistes, on retrouve cette idée-là chez Pelloutier. Le nombre de bourses du travail explose. Sous la pression des travailleurs, les villes se dotent de palais du peuple. On en compte près d'une centaine au début du siècle. Elles fusionnent avec la CGT qui regroupe alors des milliers de syndiqués. S'ils ne sont pas tous libertaires, loin s'en faut, il se donne pour secrétaire aux fédérations Émile Pouget, un anarchiste consommé qui considère lui aussi que c'est le syndicat et non le parti politique qui doit avoir un rôle central, stratégique et révolutionnaire. C'est l'âge d'or, au fond, du mouvement syndical. On est bien dans le syndicalisme d'action directe, dans ce que je préférerais appeler même le syndicalisme autosuffisant. Il n'y a pas besoin de relais politique. Il n'y a pas à distinguer ce qui relève du politique avec des élections, avec des partis qui, par le vote, obtiendraient un certain nombre de réformes, et puis le syndicat qui se contenterait au fond des réformettes ou des petites mesures qui ne concernent que les travailleurs de telle usine. Non. Le syndicalisme doit être capable de rebattre toutes les cartes et de changer radicalement la société. Cette conception globale du rôle du syndicat amène les anarchistes à refuser la stratégie des urnes. Le vote, loin de leur apparaître comme l'exercice d'un droit, est bien plutôt conçu comme une légitimation de l'ordre établi. À chaque élection, ils prônent un abstentionnisme radical. Ils savent bien que le vote, c'est une arme tout à fait illusoire, que ça ne change rien, dans la mesure, notamment, où dans la meilleure des démocraties, les 10 représentants du peuple n'ont aucun compte à rendre au peuple qui les a élus. C'est pas un refus de la démocratie, c'est une contestation de ce qu'on nous donne habituellement comme étant la démocratie. Alors, ils imaginent des manières de fonctionner. Alors, dans les mouvements anarcho-syndicalistes, il y avait des délégués, mais ils étaient révocables en tout temps. Alors, c'est une façon différente de penser la politique. Pour changer les choses dans cette manière différente de penser la politique, les anarcho-syndicalistes préfèrent utiliser l'arme forgée à la suite du congrès de Saint-Imier. Et c'est ainsi que partout dans ce XXe siècle naissant, on voit fleurir le même mot d'ordre, grève générale. L'idée peut paraître simpliste vue d'aujourd'hui, mais elle est en même temps révolutionnaire. Si toutes les usines s'arrêtent de travailler, comment les capitalistes pourront-ils continuer à toucher leurs capitaux, à toucher leurs dividendes, puisqu'il n'y aura plus rien? Et si tout le monde en même temps fait la grève, ça suppose pour certains l'économie de l'insurrection. La société s'écroulera d'elle-même sans qu'il soit besoin d'une violence extrême, puisque la bourgeoisie ne pourra pas faire front. Ce sera déjà la société sans État, puisque l'État n'aura plus de raison d'être. C'est pas l'idée, au fond, de tuer ou de mettre en prison les bourgeois, les capitalistes. C'est les tuer dans leur essence de capitalistes. S'il n'y a plus de capitaux produits, il n'y a plus de capitalistes. En revanche, le capitalisme, lui, tue. Comme à Courrières en 1906, où a lieu l'une des plus grandes catastrophes de l'histoire ouvrière. À la suite d'un coup de grisou et d'un coup de poussier, les mines s'enflamment. Afin de préserver le gisement de charbon, les propriétaires bouchent la mine. Plus de 1500 mineurs sont pris au piège des flammes, des gaz et de l'obscurité. Seuls 24 en reviendront. Aussitôt, les mineurs se mettent en grève. Les femmes en tête réclament justice. Les anarchistes sont en première ligne. Clémenceau, qui vient d'être nommé ministre de l'Intérieur, envoie la troupe. 20 000 soldats chargent les manifestants. En réponse, pour le 1er mai 1906, les syndicalistes libertaires de la CGT exigent la journée de 8 heures et appellent à la grève générale. Il y a comme un avant-goût du 36 ou de mai 68. Dans les bourses du travail, si les anarchistes font des soupes populaires et jouent à l'orchestre, ils savent que bientôt viendra l'heure de l'affrontement. En plein cœur de cette époque qui n'est pas belle pour tout le monde, les travailleurs se préparent.
La bourgeoisie tremble, la France retient son souffle. Il y a toute une fébrilité autour de ce 1er mai 1906 qui doit être le départ de la grève générale. Donc il y a une attente presque millénariste. On voit des banderoles dans tant de jours nous serons libres. Et c'est actualisé au fur et à mesure qu'on se rapproche de la date fatidique. Et il y a une véritable panique qui saisit la bourgeoisie à l'approche de ce 1er mai 1906. Et à Paris, il y a 45 000 hommes de troupes pour empêcher toute manifestation de se tenir. Donc il y a la tactique du manège et des dragons qui tournent en rond sur les places. Il va y avoir des affrontements autour de la place de la République. C'est vraiment des charges sabre au clair. Et quand on frappe, c'est bien souvent avec le tranchant. Il y a un nombre de mutilations incroyable. Et puis il y a des morts, pas mal de morts aussi. Malgré les arrestations, les blessés et les morts, les anarchistes remportent ici tout de même une grande victoire. Ils font la preuve qu'ils peuvent mobiliser les travailleurs et obtenir gain de cause. Car si la journée du 8 heures n'a pas été obtenue, le gouvernement a tout de même été obligé de lâcher, sous la pression, un jour de repos. Le syndicalisme révolutionnaire est alors au fait de sa popularité. La charte d'Amiens, adoptée quelques semaines plus tard, symbolise son triomphe et demeure aujourd'hui encore le codex du mouvement syndical en France et dans le monde. Car au début du XXe siècle, l'anarcho-syndicalisme fait des petits un peu partout. La CNT en Espagne, qui regroupera bientôt près de 2 millions de travailleurs. La FORA, qui structurera la vie politique argentine jusque dans les années 50, ou encore les IWW aux États-Unis d'Amérique, qui prennent pour emblème un chat noir et un sabot que les ouvriers français glissaient dans les machines pour les casser, et qui, dans de très nombreuses langues, formera l'étymologie du mot sabotage. Si vous prenez une carte du monde, alors vous verrez que le mouvement anarcho-syndicaliste s'est développé dans toute l'Amérique latine et dans toute l'Europe. Si l'on parle d'une présence certes minoritaire, mais avec une influence énorme, alors vous trouverez l'Europe de l'Est, l'Afrique du Nord et jusqu'en Extrême-Orient. Le syndicalisme révolutionnaire s'est implanté aussitôt dans le monde entier, surtout dans les pays capitalistes industrialisés. Avec ces organisations qui voient le jour tout autour du monde et leurs publications qui tirent dans toutes les langues, le courant syndicaliste révolutionnaire parvient à toucher des franges de la population jusqu'alors négligées par les autres courants politiques. Et grâce à elle, l'anarchisme étend son influence et accroît sa force d'impact. Au fur et à mesure de l'implantation des syndicats anarchistes, ceux-ci se dotaient toujours de sections féminines. Ce ne sont pas des ghettos, car ces sections féminines étaient vraiment aux avant-postes de la Révolution. Et je crois que c'est important de comprendre ça, car les femmes jouaient alors un rôle de pionniers. Et ces sections féminines devenaient aussitôt, en quelque sorte, des avant-gardes révolutionnaires. Esclaves entre tous les prolétaires, ce sont effectivement des femmes qui mènent ces luttes syndicales et ouvrent pour l'anarchisme de nouveaux fronts. Le mouvement libertaire devient ainsi, en ce temps où les femmes n'ont pas le droit de vote, ni celui d'avoir un compte en banque, le seul mouvement révolutionnaire à avoir des figures féminines de premier plan. On se souvient de Louise Michel, la communarde réprouvée devenue héroïne populaire, et d'Emma Goldman, l'émigrée russe surnommée la femme la plus dangereuse d'Amérique. Mais il y a encore Voltairine Leclerc, dont le talent littéraire n'aura d'égal que le foisonnement de la pensée, Leda Raffanelli, la militante convertie à l'islam et figure marquante de l'anticolonialisme au Proche-Orient, ou Virginia Bolton, qui, avec le sous-titre « Ni Dieu, ni Maître, ni Mari », publie le premier journal féministe de l'histoire. Sans oublier Lucy Parsons, dont l'époux accusé à Haymarket avait été l'un des 5 martyrs de Chicago et qui, née esclave, deviendra l'une des premières militantes de la cause noire. Connues et reconnues, ces femmes qui remplissent des salles sur leur seul nom sont admirées par les sympathisants anarchistes et craintes par les pouvoirs établis, qui n'hésitent pas à les enfermer, à les déporter et même à les exécuter, comme ce fut le cas de Kano Sugako, journaliste féministe et martyre japonaise, qui finira pendue au crépuscule du soir après avoir été accusée à tort de haute trahison. Mais en dépit de la participation de ces personnalités, le syndicalisme révolutionnaire n'en finit pas moins par montrer ses limites. Et Malatesta, encore lui, s'en inquiète qu'il le voit devenir un mouvement légalitaire dans lequel les anarchistes semblent avoir oublié ce qu'ils sont,
et ce pourquoi ils luttent. Ce que Malatesta critique alors, c'est ce syndicalisme apolitique, de ventre mou, qui n'ose pas contester le pouvoir. Un syndicalisme qui jette la confusion et veut juste perdurer, qui n'admet pas que son objectif final doit être la destruction de tout pouvoir politique. Ce rappel du but final de l'action syndicale est d'autant plus urgent que, rien qu'en 1905, on compte une révolution en Russie, des manifestations insurrectionnelles en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni, un vendredi rouge en Hongrie, une rébellion en Crète, une grève générale en Pologne, une semaine rouge au Chili, un mouvement de masse en Inde, le commencement de l'ère de la violence populaire au Japon, des soubresauts révolutionnaires en Mongolie ou encore une révolution constitutionnelle en Perse. Et partout, les anarchistes sont à la manœuvre. Mais malgré ces larges mobilisations, comme en Macédoine lors de l'insurrection à la fois nationaliste et libertaire d'Ilinden, tous ces mouvements sont noyés dans le sang. Et c'est dans ce contexte de répression généralisée, on l'oublie trop souvent, que certains anarchistes vont reprendre la voie des armes, comme au temps de la propagande par le fait, mais avec, cette fois, la conscience de la vanité de leurs gestes et l'assurance de la tragédie qui les attend. Car notre sang bleu est noir, notre drapeau rouge est noir, notre étoile jaune est noire, notre vie en rose est noire. Oui, notre sang bleu est noir, notre drapeau rouge est noir, notre étoile jaune est noire, notre vie en rose est noire. Oui, notre sang bleu est noir, notre drapeau rouge est noir, notre étoile jaune est noire, notre vie en rose est noire. Black, 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 et on fait bloc.